désaccords au sein du mouvement féministe n'ont rien de nouveau, ni d'ailleurs de mauvais. Les débats riches mènent toujours au progrès et sont toujours nécessaires, bien sûr. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes témoins comment les désaccords deviennent la raison pour la violence physique, la violence réelle contre les activistes, contre les féministes notamment, pendant la marche du 8 mars à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. Les activistes de plusieurs mouvements féministes ont été attaqués physiquement par un groupe qui se positionne comme antifasciste. Donc les féministes qui dénoncent l'industrie du sexe et l'exploitation sexuelle des femmes ont été attaquées pour putophobie. Les femmes qui essayent de souligner que avec cette nécessité de protection des droits des minorités du genre, nous ne devons pas oublier que le sexe biologique existe d'ailleurs et est important pour la défense des droits des femmes. Elles étaient attaquées pour transphobie. Et les féministes qui dénoncent le sexisme incarné dans certaines traditions religieuses, comme notamment le code vestimentaire religieux pudique pour les femmes, ont été attaquées pour islamophobie. Mais l'ironie de cette situation, c'est que ces militants antifascistes pro-prostitution ont attaqué les survivantes de la prostitution. Ces femmes qui ont venu témoigner de la violence, du danger de l'industrie du sexe et partager leurs propres histoires. Ces antifascistes ont aussi attaqué les activistes du mouvement Femen, le mouvement avec lequel j'ai moi-même milité pendant une décennie. Le mouvement qui est connu par ses actions spectaculaires et controversées, y compris contre les extrêmes droites, contre Front National en France, mais aussi plusieurs mouvements et groupes néo-nazis en France, mais aussi dans d'autres pays en Europe. Donc ce que je dénonce, c'est non seulement la violence de ces militants antifascistes, non seulement leurs actes purement antiféministes pendant la marche féministe, mais aussi je dénonce l'inconsistance politique et intellectuelle de leurs actions. Et nous devons être conscients que cette attaque-là, c'est un petit élément dans le contexte plus large de polarisation politique, de la montée de ce que je vois comme cette orthodoxie idéologique de certains mouvements politiques, de certains groupes politiques, de certains activistes qui refusent la nuance, qui refusent la remise en question, qui refusent tous les débats au sein de leur propre mouvement. Le féminisme en tant qu'un projet d'une société différente, d'une société d'égalité, ne peut réussir que s'il est universaliste. Bien sûr, aujourd'hui, nous entendons souvent dans les débats publics, dans les débats féministes aussi, que le féminisme universaliste s'affronte avec le féminisme intersectionnel, qu'il y a un clash, qu'il y a un conflit entre ces deux visions-là. Mais si nous prenons l'intersectionnalité comme un concept, comme un outil analytique, comme un framework analytique, ce qui l'intersectionnalité est au départ, il peut effectivement enrichir notre analyse des discriminations et des formes différentes d'oppression auxquelles les femmes sont confrontées. Mais en déformant, en transformant ce concept d'analyse en une nouvelle idéologie, on finit par diviser les femmes. On divise les femmes en groupes d'opprimés et de privilégiés. On divise les femmes en groupes d'identités différentes, séparées et souvent même concurrents. Et donc je suis convaincue que cela n'aboutira qu'à l'échec du mouvement féministe et du projet féministe. Et donc à l'inverse, le féminisme universaliste met en avant
le fait que les discriminations et la violence faites aux femmes, c'est un phénomène universel. C'est un phénomène, le résultat de la société patriarcale, de la culture patriarcale qui doit être remise en question et réformée. Et si le féminisme a un sens, puissance et importance aujourd'hui, c'est précisément parce que toutes les femmes, dans leur diversité, avec toutes leurs différences, partagent une expérience universelle de violence et de discrimination parce qu'elles sont des femmes. Et donc le féminisme universaliste nous ramène au point principal, au point initial du combat féministe, qui est le combat pour les droits universels, pour les droits fondamentaux de toutes les femmes. En face de moi et que j'avais 5 minutes à lui parler, j'utiliserai ces 5 minutes pour exiger plus de son temps, pour discuter et pour aborder l'urgence d'agir pour la défense des droits des femmes. Et je ne pourrais pas me limiter, certainement pas, à exiger seulement deux choses, puisque la situation des droits des femmes se dégrade à une vitesse extrême, notamment à cause de la pandémie bien sûr. Et parmi les priorités d'aujourd'hui figure toujours le combat contre la violence faite aux femmes, notamment contre les violences domestiques. Les femmes toujours ont besoin d'une action complexe impliquant la police, les institutions judiciaires. Les femmes ont toujours besoin d'une assistance complète et nous avons toujours besoin des outils pour un travail avec les agresseurs. Et je pense que dans le monde, nous pouvons voir déjà des exemples assez impressionnants et très intéressants dont nous pouvons s'inspirer. D'autres priorités est bien sûr la vulnérabilité économique particulière des femmes. L'autre priorité, bien sûr, c'est le besoin évident de stimuler plus de leadership des femmes dans les institutions politiques, dans les entreprises et d'ailleurs aussi, surtout, dans les institutions religieuses, ce qui est un sujet quand même qui reste comme un tabou. Et puis l'autre priorité dont je voudrais aborder avec le président, c'est aussi la défense et le combat pour la laïcité en France, parce que la laïcité est un principe fondamental pour émancipation, pour l'indépendance des femmes dans ce pays. Et puis, dans son rôle un des leaders européens, je voudrais lui proposer de faire toutes les démarches nécessaires pour s'inscrire le droit à l'avortement dans la Convention des droits humains, dans la Convention européenne des droits humains, en pensant notamment aux femmes polonaises.